Sur l'ensemble du programme scolaire s'étendant de la 6e à la terminale, l'Afrique noire est traitée d'une part en 5e, puis le néant s'installe hormis pour l'esclavage. Le noir, c'est d'abord le traître qui livre ses compagnons à l'européen contre quelques produits de pacotille. Le noir, c'est ensuite la bête humaine que l'on maltraite impunément. Même dans les choix des tableaux utilisés par les éditeurs pour illustrer l'abolition de l'esclavage, c'est l'homme blanc qui est un messager de cette liberté, égalité, fraternité nouvelle. La plupart des personnes, la plupart des grands personnages et acteurs de l'histoire française sont blancs, tandis que l'homme noir, laid, à peine vêtu, enchaîné, traqué, vendu, maltraité, n'a qu'un rôle très passif. Mais où est le noir à cet instant crucial? Que fait-il? Il écoute, remercie, pleure de joie, subit, au lieu d'être acteur de son affranchissement. Se pose-t-on la question des traumatismes que cet enseignement est susceptible d'entraîner chez nous, élèves ayant des parents ou des ancêtres africains? Et oui, comment imaginer que cette découverte dévalorisante de vos ancêtres ne puisse pas laisser dans votre identité, dans l'estime et le respect de soi, des conséquences terribles? On ne peut plus faire l'économie d'un enseignement des résistances noires à l'oppression servile ni des sociétés africaines avant la période esclavagiste. Car l'estime de soi et la cohésion nationale en dépendent, quel que soit où l'on se situe, quel que soit où on situe sa nation en ces temps de pseudo-mondialisation. Alors, qui sommes-nous? D'où venons-nous? À cette question, la seule réponse qu'entendent nos enfants est « nos ancêtres les Gaulois ». Et pour l'Antiquité, ils ont la Grèce et Rome. Pour la préhistoire, même Sapiens Sapiens sort d'Afrique blanc. Aujourd'hui encore, en France, dans les livres de cours moyens, après les temps préhistoriques, la Gaule et Vercingétorix continuent de marquer le début de l'histoire et semblent donc confirmer que les vrais Français remontent aux Gaulois, les autres n'étant que des pièces rapportées. Or, nos enfants apprennent parallèlement que l'humanité est née en Afrique et que les Africains avaient peuplé la quasi-totalité des terres habitables alors que l'homme caucasien n'existait pas encore. Ils apprennent, qu'en toute logique, que les premiers habitants de la presqu'île d'Asie qu'est l'Europe étaient noirs. Et nous savons l'apport des morts à l'effort de civilisation des peuplades barbares du Nord. Contrairement au manuel qui évoque l'arrivée des Celtes en Gaule, comme si celle-ci existait déjà alors que la Gaule Gallia en latin est une invention linguistique des Romains. Cette version de nos ancêtres les Gaulois a ainsi été imposée dans les écoles des lointaines colonies. Mais cette histoire de la France-Gaule est aujourd'hui obsolète pour décrypter une identité française aux multiples racines postcoloniales et mondiales. Qui sont les fameux Gaulois ou Celtes plus précisément? L'histoire des Celtes commence avec l'Empire mérovingien. Mais d'abord, découvrons les Mérovingiens à travers leur père fondateur. Suivant la tradition légendaire, le père fondateur de la dynastie mérovingienne serait le brumeux Pharamond, fils de Marcomir ou Marcus. Le premier roi de la dynastie mérovingienne est Childéric, fils de Mérové. De ses ancêtres, nous ne connaissons rien de plus que quelques noms transmis par Grégoire de Tours dans ses 10 livres d'histoire. Dans l'ordre, nous avons Marcomir, Pharamond, Mérové, Clodion, Childéric et Clovis. Quand j'entends Pharamond et Mérové, cela me fait penser à Méroé et Pharaon. Alors, il serait légitime de se demander quel lien pourrait-il donc avoir entre la dynastie des Mérovingiens et l'Afrique. Selon la tradition africaine, la légende est fausse et le mythe est vrai.
En analysant donc la légende, il se révèle la vérité à travers le mythe. Il paraît avéré que les Mérovingiens, avant la christianisation de Clovis, pratiquaient des rites égyptiens. On affirme qu'ils sont secrètement reliés à Méroé, l'antique capitale des pharaons noirs de la Haute-Égypte, le pays de Couche. Alors, pharaons noirs comme si il y ait eu des pharaons blancs. Non, il y a eu des rois, des autoproclamés pharaons, mais les pharaons ont tous été noirs, que ce soit Couche ou Tamérie, c'est-à-dire la Nubie ou l'Égypte antique, voilà. Que doit-on entendre par secrètement relié? L'or, venu des trésors d'Égypte et des caravanes interafricaines, entre autres, a sans doute contribué à réinjecter quelques éléments d'activité au territoire barbare de l'Occident entré en léthargie. C'est ainsi que sous les Mérovingiens s'opère le passage en Europe occidentale de l'Antiquité tardive au Moyen Âge. À travers les symboles et armes d'un peuple, nous pouvons découvrir son identité culturelle et les influences subies. Chez les Francs, 3 grenouilles figuraient sur l'étendard de Clovis, où elles symbolisaient, par ces métamorphoses, la démarche spirituelle vers la perfection, la résurrection et l'immortalité. Il se trouve qu'en ancienne Égypte, Hécate était la divinité des naissances et renaissances, responsable du bon déroulement des accouchements. Elle était représentée avec une tête de grenouille. Elle est l'un des symboles de la déesse mère et ses suivantes. Or, nous savons que parmi les suivantes, Isis est la divine mère de l'univers. Son culte s'est ensuite répandu dans tout l'Empire romain et elle a été vénérée de l'Angleterre à l'Afghanistan. Pas étonnant qu'on retrouve donc cela également en France, du moins en Gaule, ou chez les Celtes, voire donc les Mérovingiens. Alors, dans la découverte faite à Tournai en 1653 du tombeau de Childéric I, Childéric Ier, fils de Mérové, on y trouva entre autres une figure en or d'une tête de bœuf avec un globe de cristal et des abeilles. La tête de bœuf ou tête de taureau en or, découverte donc dans cette tombe, renvoie au culte du taureau ou du bœuf Hapi chez les Égyptiens. Par extension, on peut dire Osiris. Les abeilles étaient identifiées au pouvoir du roi de la Basse Égypte, dans l'Égypte ancienne bien entendu, représentant le peuple qui écoute son roi ou sa reine. Les Égyptiens figuraient aussi l'âme humaine sous la forme d'une abeille, conception que l'on retrouve chez les Bantous, pour qui, sous tous les rapports, les abeilles sont des êtres humains. Le hiéroglyphe de l'abeille se trouve sur de très nombreuses inscriptions, de la première dynastie à l'époque romaine. Mais l'une des nombreuses variantes du hiéroglyphe a la même forme que la fleur de lys. Dans l'écriture hiéroglyphique, l'abeille désignait donc le roi de Basse-Égypte. Le hiéroglyphe de l'abeille signifiait proprement celui qui appartient à l'abeille. Les Congos disent exactement la même chose. Le lys, lui, est associé à Isis, déesse protectrice. La fleur de lys se retrouvait déjà sur les sceptres dans la main des souverains ou des divinités comme ornement ou bandeau royal, sur leur casque ou au front des statues de sphinx. Sur les têtes de sphinx, la fleur alterne parfois avec l'uræus, donc le serpent de vie. Isis est parfois associée à la fleur de lys, comme plus tard le sera la Vierge Marie, l'une des autres représentants du principe féminin. Avant d'être appelée fleur de lys,
Elle était dite fleur royale ou reine des fleurs par les pères de l'Église. Disons d'emblée que au XIIe siècle, il n'existe aucune preuve formelle que le lys ait bien été l'emblème des rois de France. Une effigie de Clovis tenant un sceptre à fleurs de lys pouvait être vue dans le cloître de l'abbaye de Saint-Denis, mais elle s'avéra beaucoup plus ancienne qu'on ne l'avait supposé et qu'on avait sans doute voulu le faire croire. Parmi les objets trouvés dans le tombeau de son père Childéric Ier, figurait le sceptre dont l'extrémité a une forme de fleur de lys. Mais ce tombeau n'est probablement pas d'époque. Le tombeau de Childéric Ier, fils de Clovis, est décoré d'un sceptre de lys, mais son siècle nous est inconnu. Nous voyons par les symboles que les Mérovingiens possèdent des éléments de la culture africaine. Qu'en est-il de la spiritualité? Les Mérovingiens, ou plus globalement le Moyen-Âge, est-il influencé par la spiritualité africaine à travers Isis ou autre entité de notre cosmogonie? Dès le Moyen-Âge, les commerçants se rendent en Basse-Égypte pour recueillir des reliques. L'importance et la grande diversité des héritages d'Isis et de la famille des divinités isiaques remarquables de la fin de l'Antiquité à nos jours. L'exemple d'un pendentif mérovingien montrant 4 divinités isiaques à 90 degrés, à savoir Anubis, Isis, Nephthys et Osiris, en est édifiant. Les gemmes isiaques sont même présentes dans les reliquaires du Moyen-Âge, d'abord comme gage d'ancienneté des reliques. C'est ainsi que l'on retrouve la déesse Isis sur les améthystes des reliquaires de Sainte-Foy datant du IVe et du IXe siècle. Mérové, le fondateur de la dynastie mérovingienne, aurait poursuivi le culte païen de la déesse Diane, une autre variante d'Isis. Les Vierges noires, que l'on retrouve dans certaines églises et cathédrales, diffusées en Occident jusqu'au VIe siècle, sont rien d'autre que l'incarnation d'Isis sous forme de Vierge noire. Les grenouilles des cathédrales sont la reproduction de celles qui existaient dans les temples d'Égypte, qui avaient pour fonction de dissiper les tempêtes et d'éloigner les perturbations cosmiques. Alors, toujours dans l'idée de témoigner de l'influence du culte isiaque, dans la région du nord de Lyon, une légende du XIe et XIIIe siècle raconte qu'un serpent s'est approché du berceau d'un fils de noble et un chien lévrier l'a sauvé en bondissant sur le serpent, le tuant net. Une action courageuse, mais bien mal récompensée car le père ayant mal interprété ce geste a tué ce chien et du coup une malédiction divine aurait pesé très lourd sur le château. Des paysans se réunissaient à l'endroit où le chien avait été enterré pour lui rendre hommage et aussi le vénérer. Ce culte est connu sous le nom de culte du lévrier saint ou culte de Saint Guinefort. Étienne de Bourbon, un inquisiteur, pour mettre fin à ce culte, a fait abattre tous les arbres et déterrer le chien pour tout faire brûler. Mais Guinefort permet aux mères impuissantes devant les fièvres mortelles de justifier un sacrifice d'abandon des enfants incurables de leur mal. Ce sacrifice moral
d'une mère devient supportable et acceptable devant la prise en charge de l'abandon à une mort inexorable par l'action du peseur d'âme que représente le mythe de Guinefort. Ce qui nous donne aussi une idée de la médecine en ce temps au Moyen-Âge. Ils ne connaissaient donc pas, elle n'était pas très évoluée cette médecine. Toujours est-il que Guinefort reste un protecteur et un passeur d'âme. Mais c'est une image jumelle d'Anubis, l'Égyptien, et des antiques cerbères de l'enfer. En dehors de la religion traditionnelle, qui ne répond donc pas aux problèmes métaphysiques de l'au-delà, on voit apparaître d'une façon ponctuelle, dans des lieux privés, une orientation vers des cultes kamites, évoquant une éventuelle vie après la mort et une mise en évidence de statuettes d'Isis, d'Osiris et de Bès, toutes donc les divinités ou énergies africaines. Donc en somme, lorsque nous parlons de Méroé secrètement relié à Tamérie, il est en fait question de l'Occident tout entier. Et le culte d'Isis a précédé hors d'Égypte celui des autres divinités de son cercle. Et celui-ci a été propagé initialement par les Égyptiens plutôt que par les Alexandrins d'ailleurs, dans des sites portuaires. Alors à l'instar de la cathédrale Notre-Dame, qui est construite sur un temple dédié à Isis, justement, à propos de temple, on peut se demander qui sont les véritables bâtisseurs du Moyen-Âge. De la pyramide à la cathédrale, il n'y a pas de différence. Cathédrale ou château fort, comment les bâtisseurs du Moyen-Âge ont-ils réussi à élever des monuments aussi hauts, grands et solides quand nous savons qu'à la même époque, ils ne maîtrisaient pas ces techniques-là. On ne peut même pas soupçonner leurs ancêtres, ils étaient encore moins capables de les maîtriser. Nous avons vu que même Stonehenge, que sont les pierres levées, même Stonehenge, qu'on pensait peut-être leur attribuer, n'est pas leur œuvre. Alors, qui sont donc ces bâtisseurs ? La corde à 13 nœuds est parfois appelée corde des druides ou corde égyptienne. Il s'agit tout simplement d'une corde où l'on a effectué 13 nœuds consécutifs situés à des intervalles réguliers, donc 12 intervalles. On retrouve son emploi au Moyen-Âge chez les bâtisseurs, entre guillemets. La corde peut servir à plusieurs choses. Prendre des mesures, reporter des mesures, vérifier des mesures, tracer des cercles de différents rayons, des arcs de cercle, fabriquer aisément des formes géométriques, triangle, rectangle, triangle isocèle, triangle équilatéral, carré, rectangle. On peut donc se demander, cette dernière utilisation, elle est importante. J'entends fabriquer des angles droits. Tout maçon connaît la règle, qui désigne en fait facile de deviner son origine. Or, il semble qu'au Moyen-Âge, personne ne l'a utilisé. De plus, les architectes du Moyen-Âge n'emploient pas le nombre d'or, du moins pas consciemment, pour tracer leurs plans et les détails de leurs ouvrages. Alors, ils se demandent comment les Égyptiens, nos ancêtres, ont pu, avec des outils rudimentaires, bâtir des pyramides et autres temples.
mais ne s'étonne pas que les bâtisseurs du Moyen-Âge, ou plutôt devrais-je dire pseudo-bâtisseurs du Moyen-Âge, aient pu réaliser toutes ces cathédrales quand même les blocs de pierre de Stonehenge leur sont contestés. Non. Les chantiers de ces cathédrales ne font-ils pas penser à ceux de l'Égypte ancienne, aux chantiers des pyramides? Il en existe en Éthiopie et dont la construction est antérieure à ceux de l'Europe. Simple coïncidence ou fait significatif? Nous pouvons constater que nous ne connaissons pas les noms de ces bâtisseurs et avons très peu de témoignages sur la façon de bâtir, alors que nous en avons sur les rois de cette époque et leurs faits. Donc, il est étonnant qu'il y ait un blackout concernant les bâtisseurs et de nombreux détails sur les rois et les faits de ces rois. Les faits de guerre, bien entendu. Il n'y a pas de bâtisseurs de cathédrales romanes ou de bâtisseurs de cathédrales gothiques, pas plus qu'il n'y a de chantiers romans ou de chantiers gothiques. Il y a seulement des bâtisseurs qui créent et d'autres qui copient servilement les techniques anciennes. C'est là ce qui est important à souligner. Quand on constate que pendant 250 ans, de la fin du XIIIe siècle au début du XVIe siècle, époque où l'on construit les transepts de Sens, Senlis et Beauvais, n'ont pas fait progresser la technique de la construction. On peut s'en étonner. Le gothique flamboyant n'est qu'un habillage appliqué sur une ossature technique mise au point du XIe au XIIIe siècle. Pendant 250 ans, ils ont inventé. Puis pendant 250 années suivantes, ils se sont contentés de copier les prédécesseurs. Étonnant, n'est-ce pas? Mais le Moyen-Âge n'a pas toujours été la période obscure. Cette fausse idée a été forgée par des mouvements de pensée issus de la Renaissance. L'idée vient de la vision de l'histoire développée au XVIIIe siècle. Pour des philosophes comme Voltaire, le Moyen-Âge correspond en effet à une période d'arrêt total des progrès de la raison entamés à l'Antiquité, qu'aurait seulement relancé la Renaissance. Cette conception, que l'on sait aujourd'hui fausse, a été constante dans la pensée occidentale, et l'on a opposé l'époque des Lumières de l'Antiquité que redécouvrent et perpétuent les philosophes aux âges sombres, les Dark Age en anglais, du Moyen-Âge, remplis d'obscurantisme. Les 11e et 12e siècles comptent au contraire parmi les siècles les plus lumineux de l'histoire de France, et ce en 2 siècles seulement. Ce mépris pour cette période n'a qu'un seul intérêt, à savoir occulter l'identité des bâtisseurs sur qui la Renaissance tout entière s'appuiera sans en révéler la source. Qui se cache derrière ces génies créateurs? Quelles sont les techniques et les outils utilisés? Ces constructions sont-elles l'imitation d'un modèle donné, les acquis d'un pillage ou le fruit d'une imagination? Les questions se bousculent au sujet du temps des cathédrales. Qui sont donc ses prédécesseurs? 2 maçonneries sont mises en avant lorsque l'on parle des bâtisseurs. L'histoire de la franc-maçonnerie est souvent présentée ainsi. Au départ, on a des maçons de métier et des maîtres d'œuvre qui se consacrent à l'édification d'une cathédrale. C'est la maçonnerie opérative. Elle travaille de ses mains. Puis, à partir de 1600 environ, les loges d'artisans accueillent en leur sein des gens qui ne sont pas du métier, des notables. Pourquoi les fait-on entrer? Leurs dons, financement de caisses d'entraide de la loge. Les artisans ont en effet besoin d'argent pour soutenir les ouvriers malades, invalides et pour payer des frais de procès. Peu à peu, les membres extérieurs, des gentlemen maçons, deviennent majoritaires dans les loges par rapport aux travailleurs. En conséquence, le but de ces associations est réorienté
Il ne s'agit plus de construire des édifices, mais de construire des hommes parfaits. C'est la naissance de la maçonnerie spéculative, autrement dit, de la franc-maçonnerie moderne. Une filiation douteuse avec la franc-maçonnerie. Roger Daché, lui-même franc-maçon, s'est plongé dans le sujet des origines de la franc-maçonnerie et conclut que cette théorie de la transition entre maçonnerie opérative et maçonnerie spéculative paraît plus qu'incertaine. Selon ses propres mots, à l'heure actuelle, il n'existe pas de preuves documentaires d'un lien direct entre les francs-maçons médiévaux. L'arbre généalogique se coupe au XVIIe siècle. Faute de texte, il faut donc se limiter à dire que la franc-maçonnerie naît au début du XVIIIe siècle en Angleterre et non au temps des cathédrales. Pourquoi la franc-maçonnerie revendique-t-elle alors ses racines plus anciennes? Ses fondateurs ont cherché à lui conférer un certain prestige en la vieillissant de plusieurs siècles. Ils ont voulu lui donner une origine mythique. Donc, derrière les artisans et les architectes des cathédrales se cacheraient les francs-maçons ou, du moins, leurs ancêtres. Mais cette thèse est un mythe. Donc, les pseudo-bâtisseurs, et encore moins les vrais, sur qui nous tâcherons de lever le voile, n'ont rien à voir avec cet ordre. Un homme du XIIIe siècle, maître d'œuvre et dessinateur, Villard de Honnecourt, nous a laissé un carnet exceptionnel composé de notes et de croquis. La précision de ses schémas, la qualité de ses esquisses, l'exactitude de ses plans sont remarquables. Pour autant, la figure de Villard de Honnecourt demeure mystérieuse. Nous pouvons nous demander pourquoi et comment il s'est trouvé tout à coup dans l'Occident chrétien des dompteurs de pierre comme on n'en avait jamais vu depuis les pyramides. Nous pouvons remonter plus loin dans le temps, car ces constructeurs puisent leurs origines dans des écoles initiatiques de l'ancienne Égypte. Soit ils ont eu accès aux manuscrits confisqués par les Grecs puis les Romains, puis pillés par les Arabes, qui le leur ont transmis, soit ce sont les morts, au même phénotype que Saint Maurice, martyr chrétien égyptien, qui les ont bâtis. Nous devons savoir que les églises et cathédrales auraient été bâties sur ou dans l'ancien temple païen gallo-romain. Sachant qu'au Xe et XIe siècle, les bibliothèques publiques en Europe étaient inexistantes, tandis que l'Espagne mauresque pouvait se vanter en posséder plus de 70, dont une à Cordoue qui abritait des centaines de milliers de manuscrits, d'après lesquels les universités de Paris et d'Oxford ont été établies après les visites de leurs chercheurs dans l'Espagne mauresque. C'est donc ce système d'éducation porté en Europe par les Maures qui a semé la Renaissance européenne dans cette partie du continent après plus de 1000 ans d'obscurité intellectuelle et physique du Moyen-Âge. 99% des Européens étaient illettrés, y compris les rois et les nobles. Seule l'élite du clergé savait lire et écrire afin de diffuser la connaissance biblique. Les Maures ont bâti des écoles gratuites et accessibles à tous, ce qui augmenta le nombre de lettrés en Europe de façon exponentielle. Ensuite, ils construisirent des bibliothèques auxquelles ils confièrent des milliers de manuscrits africains à propos de médecine, de chirurgie et de règles d'hygiène, de guérison par les plantes, d'architecture, de confection de tissus, de fabrication d'instruments de musique, de techniques d'agriculture, de construction de routes et de règles de jeux de société, de cosmétiques et bien d'autres connaissances. L'idée
que Charlemagne ait inventé l'école est complètement erroné. Le système scolaire existait déjà depuis des milliers d'années en Afrique. D'ailleurs, le plus ancien système d'enseignement provient de l'Égypte antique il y a 5000 ans. Concernant l'art, les Maures ont amené avec eux des instruments africains inconnus des Européens, comme le tambour, la corne de luth, kora, le xylophone, balafon, ou encore la harpe. En fait, la plupart des instruments utilisés actuellement dans les musiques occidentales trouvent leur origine en Afrique. Par exemple, la trompette est une évolution de la corne, la guitare provient du luth et le piano est une adaptation du balafon. Aujourd'hui, il est difficile à croire que ce sont les Maures qui sont à l'origine de la musique classique et qu'ils ont bâti le premier conservatoire de musique d'Europe à Valence en Espagne. La musique dite classique a connu un tel succès en Europe et il y a tellement d'artistes européens qui l'ont repris à leur compte qu'elle est désormais emblématique de la musique occidentale. Ce n'est qu'une appropriation de plus, tout comme les théorèmes de Thalès et Pythagore dans le cas des sciences. Les Maures ont civilisé l'Europe sur tous les plans. Ils ont remplacé les sentiers de terre battus par des rues pavées et des trottoirs. Ils ont installé l'éclairage public dans les villes. Ils ont enseigné l'hygiène, l'utilisation de l'eau chaude pour désinfecter. Ils ont apporté une architecture sophistiquée, une médecine modernisée, la chirurgie, des sciences très pointues, l'astrologie, un mode vestimentaire raffiné avec des tissus nobles et bien d'autres progrès. Énormément de savoirs actuels proviennent directement des Maures, mais à cause de l'idéologie raciste qui infériorise l'intelligence du peuple noir, leur mérite est nié jusqu'à ce jour. En se plongeant dans les ouvrages historiques et en observant l'art pictural du 8e au 11e siècle, on retrouve leur importance en Europe. Si les Arabes sont musulmans, les Maures ne le sont pas forcément. C'est ainsi qu'en Espagne, dans la province de Guadalquivir, on peut y admirer sa cathédrale bâtie par des Maures et qui était leur temple. Il y a le Real Alcázar, un palais fortifié qui suscite le plus de curiosité. Initialement bâti par les Maures au 7e siècle, a ensuite subi plusieurs modifications au gré des envies des souverains espagnols qu'il avait élus comme résidence royale. Étant donné que les Maures n'étaient pas qu'en Espagne, on peut là aussi se demander si la plupart des cathédrales ailleurs ne sont pas leurs œuvres. La première cathédrale en Gaule est construite à Trèves, en Allemagne actuelle. Dans les limites de la France actuelle, la première cathédrale est celle de Bordeaux. Les fondateurs des cathédrales gothiques, donc les plus anciennes, sont toujours légendaires, voire créées par des personnes religieuses dès le temps de Saint-Pierre. Alors, si on remonte dans les temps de Saint-Pierre, autant dire que Jésus, entre autres, a contribué à participer à la construction des cathédrales. Voilà. Les Maures avaient bien du génie pour l'irrigation, l'horticulture et les sciences, comme la grammaire, la géométrie ou les mathématiques. Ils ont bâti des quartiers, des forteresses, des châteaux, des tours, des bains, partout en Europe, sauf en France, où miraculeusement, des bâtisseurs auraient surgi de nulle part. Le style gothique est une invention, car ces derniers n'avaient pas les moyens de les construire. Pourrait-on entendre que par secrètement relié, il est question de l'opacité qu'entretient l'élite française depuis sa renaissance sur les réels bâtisseurs de ce qui fait aujourd'hui sa grandeur? Je pense que oui.
Plusieurs des magnifiques châteaux qui ponctuent le chemin de pèlerinage vers Saint-Jacques-de-Compostelle ont été bâtis par les Maures ou leurs descendants à l'image de Du Guesclin, Foulques ou Mauro Calvo. Alors, qui étaient donc ces trois personnages? Le château d'Androual au Portugal, son édification a été commandée à la fin du XIIIe siècle, soit 1298, par l'ordre militaire d'Avis, durant le règne de Dom Dini. Pour sa construction, on a employé du schiste de la région, mais on découvre par endroits l'utilisation de la brique ou du marbre. Son architecte ou artisan fut le maître Mauro Calvo, ce qui signifie le mort chauve. Rappelons que mort a été employé pour décrire toute personne à la peau noire ou hâlée. Donc, premier personnage noir ayant contribué à l'édification de cathédrales, en tout cas pour le cas d'espèce, au Portugal. Le second est Bertrand du Guesclin, connétable du roi Charles V. Cette charge, connétable donc, qui lui confère le commandement de plusieurs corps d'armée et des responsabilités politiques et militaires, réservées d'ordinaire aux princes de sang, témoigne d'une ascension sociale assez remarquable, puisqu'il est étranger de par son origine. Il est dit bizarrement noir de teint et pourtant jamais représenté comme tel dans les illustrations. Il serait descendant de Sarrasins, donc de noirs, mais les détracteurs de cette thèse disent qu'à l'époque étaient ainsi appelés tous les étrangers indépendamment de la couleur de leur peau, sauf que, bizarrement, il se trouve que le terme sarrasin, enfin du moins sarrasin, désigne un blé noir, et que la seule chose qui pourrait justifier la comparaison serait la couleur, donc son origine à Du Guesclin, et bien, jusqu'à preuve de contraire, qu'il était noir. Il était lui-même convaincu qu'il comptait un roi africain parmi ses ancêtres. Cette idée le préoccupait tellement qu'à l'époque de sa seconde expédition en Espagne, il songea un instant à passer au royaume de Bougie, et quand on lui demandait pourquoi il avait conçu ce projet, il disait ouvertement au rapport de Guillaume d'Ancenis, l'un de ses compagnons d'armes, qu'il voulait reconquérir l'héritage de ses pères. Enfin, il délivre Poitiers des Anglais en 1372 et est le bâtisseur de l'imposante construction féodale appelée le Plessis Bertrand. Il serait associé également à la reconquête de territoires français au profit de la France lors de la guerre de 100 ans. Donc une gloire par le mérite qui force l'admiration et la jalousie de son vivant, et une gloire immédiate dès sa mort. À ces deux personnages, nous pouvons ajouter un troisième. Il s'agit de Foulques Néra, soit le faucon noir bâtisseur. Il a essaimé donjons, carrés et châteaux un peu partout sur ces terres d'Anjou, de Touraine et de Poitou. On lui donne, du moins on lui doit, un grand nombre de châteaux et de fondations religieuses, aujourd'hui encore debout ou disparus. Foulques, comte d'Anjou, né vers 972, porte bien son nom de Néra, c'est-à-dire noir. Il a le teint sombre, les cheveux et les yeux noirs. Le foulque est un genre d'oiseau de la famille des Rallidés. Et cet oiseau est noir. Autrement dit, Foulque plus Néra est une double identification au fait d'être noir. Alors, si
ce personnage est dit être non pas noir, mais selon eux, il est dit noir parce qu'étant sombre de caractère, non. Une double identification de ce type, cela ne tiendrait pas qu'au caractère. Ce serait un peu fort. Nous connaissons le pas noir mais foncé de peau, ou le blond à peau noire. On est dans le même registre lorsque l'on pense que Fulk-Nera, le noir ou le sombre, serait lié tout simplement à son caractère. Donc pour exemple concret, nous avons la ville de Cissé, dont le fondateur est Sissiakos officiellement, mais nous savons que c'est Sissoko, et le descendant, dont les enfants aujourd'hui encore sont présents, porte le nom de Faye, F-A-Y-E, qui est un nom sérère. Donc vous voyez bien, on a la ville de Cissé avec un fondateur Sissoko et un descendant Faye. Alors s'il est évident que les Maures ont eu un rapport civilisationnel certain à leur arrivée en Europe, que l'on veut réduire à une conquête de l'Europe et que leur intention consistait plus à rejoindre les traces de leurs ancêtres qui avaient très certainement coexisté avec les barbares du Nord et vénérer sur ces terres la déesse Isis, ou plus globalement pratiquer le culte de divinité mère, les premiers habitants des terres attribuées exclusivement aux Caucasiens qui vénéraient Thoth finirent par être confondus aux Celtes qui, à partir des Mérovingiens, vénéraient Teutates ou Toutatis, qui n'est donc autre que Thoth. Nous devons avoir en tête qu'antérieurement à la période almoravide, la présence africaine en Europe étant fort présente durant les temps médiévaux, et ce depuis l'Antiquité pour ne pas dire même depuis la préhistoire, l'unique foyer d'émigration de l'Homo sapiens, seul genre Homo aujourd'hui présent sur la planète, est l'Afrique. Quand, il y a 70 000 ans, celui-ci a quitté le continent africain, il s'est progressivement répandu sur l'ensemble de la Terre, dont l'Europe. La preuve même, ceux que l'on croirait ne pas avoir eu de contact avec l'Afrique ne sont pas si éloignés que cela. Les Scandinaves, d'origine, étaient des Africains qui y ont émigré de la région de la vallée du Nil. Les anciens Celtes et Vikings étaient des Noirs. Alors, certes, ils ne s'appelaient pas ainsi, mais ont sur de nombreux plans culturels, spirituels, des points communs. Par exemple, le blas des anciens Scandinaves ne correspond pas parfaitement à notre bleu, mais semble désigner plus généralement une couleur sombre aux teintes bleues. Un blas-mort est donc un homme dont la peau était perçue comme particulièrement sombre. L'Afrique, que les sources scandinaves appellent Blaland, est leur pays par excellence. Les Africains originaires de la péninsule ibérique ont progressivement colonisé toute l'Europe jusqu'à l'Oural. Cette affirmation se trouve dans les écrits de Fabre d'Olivet. Je cite: « Les preuves indiquent que les Noirs dans les temps anciens sont venus en Grande-Bretagne, de l'Espagne, Félix, Arabia, Égypte, Afrique de l'Ouest, Inde, Perse, et ce qui est aujourd'hui appelé le Danemark. Ces Noirs étaient des constructeurs, des scientifiques, des maîtres du voyage océanique et des inventeurs de lettres. Ils ont construit Stonehenge. Gérald de Massé convient, page 11, dans son livre Les débuts, voire anciens et modernes britanniques, tout comme Mac Ritchie, page 2
de ses chroniques gauloises, décrivait les Danois qui arrivaient par l'Angleterre et les Norvégiens par l'Irlande, ainsi, tous noirs. Les chercheurs du Natural History Museum de Londres ont en effet pu analyser l'ADN d'une excellente qualité préservé sur le crâne de Shadowman, le plus ancien des Britanniques, trouvé en 1903 dans la vallée de Cheddar, également célèbre pour son fromage, dans le comté de Somerset, à l'ouest du Royaume-Uni, comme d'ailleurs Saint-Maur en Touraine. Les ossements de Sheddarman datent de 10 000 ans, de la fin de la dernière période glaciaire. Cet hominidé moderne est un migrant venu d'Afrique en passant par le Moyen-Orient et l'Europe occidentale, il y a 45 000 ans, avant de passer en Grande-Bretagne en empruntant des passages aujourd'hui immergés par la Manche et la mer du Nord. Les ancêtres des personnes qui ont construit Stonehenge ont voyagé à l'ouest à travers la Méditerranée avant d'atteindre la Grande-Bretagne. En plus de l'agriculture, les migrants néolithiques en Grande-Bretagne semblent avoir introduit la tradition de la construction de monuments à l'aide de grosses pierres appelées mégalithes. Stonehenge, dans le Wiltshire, faisait partie de cette tradition. Les architectures en pierre du mégalithisme est un savoir-faire qu'ils ont acquis en Afrique et qu'ils ont exporté hors d'Afrique. Ils ont longtemps été considérés comme une entité autonome sur une partie du continent africain, telle la nécropole mégalithique de Ouanar au Sénégal, comme au Mali, en Guinée-Bissau, au Libéria et en Sierra Leone, voire parfois plus largement encore, car les forêts cachent encore beaucoup de surprises, sans parler des déserts. Toujours est-il que, bien que la Grande-Bretagne était habitée par des groupes de chasseurs-cueilleurs occidentaux, lorsque les agriculteurs sont arrivés vers 4000 ans avant Jésus-Christ, l'ADN montre que les deux groupes ne se mélangeaient pas beaucoup. Les Celtes et les Germains apparurent 9000 plus tard. On le disait, on le sait, et celle plus générale qui s'amuse à la stupéfaction de leurs concitoyens qui découvrent que leurs ancêtres étaient noirs. Tacite, dans sa biographie d'Agricola, a écrit au sujet des Celtes et les a décrits comme noirs en 80 après Jésus-Christ, ainsi qu'Ephorus en 405 avant Jésus-Christ qui prétendait qu'ils étaient noirs. Tacite dit qu'ils étaient basanés et les cheveux crépus. Ce peuple avait pour nom les Silures, un peuple celte qui habitait le pays de Galles. Les Silures, ça nous fait penser à quelque chose de très précis concernant notamment le roi Scorpion.
Sur l'Europe continentale, ils étaient appelés ibériques. Sur une période de temps, les Européens adopteraient le nom. La conspiration, ici, est l'omission flagrante de ces anciens guerriers noirs pour soutenir le récit colonial et racialiste de la suprématie européenne. Cette omission ne peut pas être écartée comme accidentelle. Il y a simplement beaucoup de preuves à l'appui, non seulement de leur existence, mais de leur réalisation. Ancrées dans les archives historiques et les témoignages oculaires de l'époque, ces légendes scandinaves noires méritent d'être restaurées à leur juste place, non seulement dans l'histoire scandinave, mais aussi dans l'histoire du monde. Outre les morts qui viennent bâtir en Europe, quelquefois sur des ruines d'anciens temples préexistants, on peut affirmer que ces ruines sont les œuvres d'autres populations noires dont les œuvres ont été attribuées aux Grecs, puis aux Romains et à leur suite aux Celtes. Les Gaulois consommaient du vin d'Italie. Le verre de leurs bracelets venait d'Égypte ou du Proche-Orient, car ils ne savaient pas le fabriquer. Mais on nous dit qu'ils fabriquaient des objets de bronze et en or. L'art des Celtes présente une grande diversité selon les époques. Il n'est pas non plus exempt d'influences extérieures, grecques, scythiques, puis latines, et enfin germaniques et chrétiennes, tous influencés. Le peuple étrusque, qui se nommait lui-même Razana, était un peuple qui est reconnu par les Occidentaux comme étant effectivement à l'origine de la civilisation romaine. Par contre, ce qu'on ne nous dit pas dans les écrits occidentaux, c'est que ces peuples étaient composés de noirs en fait. C'était un peuple noir. Et donc, ils étaient noirs et de culture africaine. Donc, on va donc remonter à l'origine de ce peuple pour essayer de comprendre d'où vient cette affirmation. Donc, d'après les historiens européens de l'Antiquité, les Étrusques étaient d'origine gréco-turque. Or, lorsqu'on remonte dans les origines justement des gréco-turcs à l'époque de l'Antiquité, il faut quand même rappeler que la Turquie, tout comme la Grèce, tout comme tout le bassin méditerranéen, était initialement peuplé de Noirs avant l'arrivée des Blancs du Nord. Donc, c'est la raison pour laquelle, il y a 2700 ans à peu près, un auteur grec du nom d'Asios de Samos disait des Pélages, ces Pélages qui justement étaient les premiers peuples de la Grèce et de la Grèce continentale et qui sont les ancêtres des Étrusques. Et donc, les Pélages, selon Asios de Samos, étaient des Noirs, en ce sens qu'il cite « Et la terre noire produisit Pélasgos », Pélasgos qui était le roi des Pélages. Et il se trouve justement que lorsqu'on regarde le terme terre noire renvoie aussi à pays noir. Pays noir qui est en fait le nom originel du continent africain, donc de l'Afrique, qui était plus connu sous le nom de Kemet Kama en Égypte antique. Donc, quand cet auteur-là, Asios, dit « Et la terre noire produisit Pélasgos », et que les Pélages renvoient au premier peuple justement de la Grèce continentale, qui sont à l'origine des Étrusques, on peut donc faire le lien entre Noirs et les Étrusques. Alors, ça laisse donc entendre tout simplement que les Pélages étaient des Noirs. Qui dit Pélage dit des Étrusques. D'autant plus qu'ils pratiquaient le matriarcat, qui, ce n'est plus à dire, c'est un trait culturel africain. Donc, on aura le temps d'approfondir ça dans quelques minutes. Alors, une partie de ces Pélages-là aurait donc été chassée par des invasions blanches venues du nord de l'Europe quelques années plus tard, ou du moins quelques siècles plus tard. Et ces invasions seraient allées jusqu'au sud de la Grèce il y a plus de 3000 ans. Et c'est ce qui aurait mis un terme à la civilisation étrusque. Mais avant d'en arriver là, j'ai quand même relevé quelques preuves et écrits scientifiques qui démontrent qu'effectivement les Étrusques, qui sont à l'origine de la civilisation romaine, étaient des Noirs. Alors, en 1978, un anthropologue italien du nom de Mario Capiri publie des résultats d'analyse des Étrusques. Il évoque que 15,7% des Étrusques ont le nez particulièrement aquilin. Il y a certains auteurs qui considèrent que cette affirmation relève un peu d'une tentative de noyer le poisson dans l'eau. Parce que voilà, le nez, qu'on considère comme appartenant à des traits caucasiens.
Et donc, il y a plusieurs auteurs afro-descendants et africains qui considèrent que l'affirmation donc de Cappieri s'apparente à une tentative de noyer le poisson dans l'eau, en ce sens qu'il ne relève que ceux 15,7% qui auraient des traits, qui auraient un nez aquilin. Qu'en est-il du 84,3% restant? Leur nez était de quelle forme, tout simplement? La question qu'on se pose. Donc, à partir de là, certains auteurs disent que la grande majorité donc, des Étrusques avaient des traits appartenant justement au peuple noir. D'autres écrits, beaucoup plus tôt, en 1931, un auteur donc, du nom de Ridgey Williams soutient que environ un quart de crânes trouvés dans les tombes étrusques sont brachycéphaliques, contre le reste, donc 3 quarts, la majorité, qui sont dolicocéphaliques. Alors, les termes ont l'air bien compliqués, mais tout simplement, il faut comprendre que brachycéphalique, ça renvoie en fait à un terme qui était utilisé à l'époque dans l'anthropologie raciale pour désigner des cerveaux, des crânes qui avaient un indice céphalique supérieur à 80. Et ces crânes-là, selon l'anthropologie raciale, il faut rappeler qu'à l'époque de Broca, à l'époque aussi de Georges Boucher, on distinguait les races à travers le crâne, des anthropologues, okay. Justement, et que à travers cette analyse très raciale de l'époque, il était dit que ces crânes, donc les crânes brachycéphaliques, appartenaient à la race, entre guillemets, blanche. Tandis que les crânes dolicocéphaliques, qui représentaient donc un indice céphalique peu élevé, donc inférieur à 75, donc d'où sortait donc la théorie d'une intelligence moins grande et tout, représentaient donc les crânes appartenant aux Noirs. Et quand on constate justement, en se basant sur ces études anthropologiques raciales de l'époque, on dit que quand on regardait les crânes des Étrusques, les dolicocéphaliques étaient beaucoup plus nombreux que les brachycéphaliques. Donc plus de crânes de noirs, s'il faut vulgariser, que de crânes de blancs, tout simplement. Encore plus tôt dans le temps, en 1876, il y a un professeur, donc professeur Calori, qui disait que les crânes noirs des Étrusques se distinguent par un prognatisme plus fréquent. De gros termes, hein, souvent, voilà, un peu pédant, mais tout ça pour dire que c'est le domaine. Voilà, c'est le domaine, c'est ça. Que le prognatisme, en fait, était aussi un trait de caractère qui désignait les crânes des Noirs. Donc, cet auteur-là dit que la plupart des crânes des Étrusques avaient ce caractère-là qui était associé en fait aux Noirs. Donc voici là quelques écrits, vite fait, on peut en trouver d'autres dans les sources que je vous ai mises, qui démontrent que la majorité des Étrusques étaient des Noirs. Et avant l'invasion des Blancs, ils étaient juste des Noirs, en fait, tout simplement. Alors, pour mieux faire le lien maintenant entre civilisation romaine et civilisation étrusque qui serait à l'origine de cette civilisation romaine, nous allons nous plonger dans le fonctionnement de cette civilisation-là. Comment les Étrusques fonctionnaient. Ce qui va nous démontrer, une fois de plus, qu'ils étaient des Noirs africains. On va commencer avec leur religion, la spiritualité, qui est le fondement de tout. Alors, leur spiritualité percevait le monde régi par une énergie divine qui agissait quotidiennement à travers ses manifestations masculines et féminines. Donc, manifestations avec lesquelles les humains pouvaient rentrer en contact. On voit donc, rien qu'à travers cette dualité masculin-féminin, que la religion étrusque reprend les fondements de la spiritualité négro-africaine. Puisque dans la spiritualité négro-africaine, donc de l'Égypte antique, commence avec l'Égypte antique, nous avons un Dieu unique, mais qui est androgyne, c'est-à-dire il y a cette idée de complémentarité entre hommes et femmes. Et les Étrusques reprennent aisément ce concept-là. S'il ne faut citer que cet aspect d'un point de vue spirituel. Un autre aspect, c'est l'organisation. Comment est-ce qu'ils fonctionnaient? On peut le voir à travers quelques éléments. Je disais plutôt, dans leur fonctionnement découlait du matriarcat. Donc, c'est-à-dire qu'une place de choix était donnée aux femmes dans la société, et c'est-à-dire qu'elles avaient un statut égal à celui de l'homme. Les femmes avaient un statut égal, que ce soit sur le plan politique, administratif, social, et sur le plan spirituel également. Ce qui fait qu'elles occupaient des hautes fonctions administratives et religieuses. On pouvait constater à cet égard que l'enfant portait autant le nom du père que de la mère. Et donc, les Étrusques étaient aussi, au-delà de l'aspect matriarcal, ils étaient sédentaires et basaient leur société sur l'activité agricole. On voit donc là encore une fois les liens qu'il y a avec la tradition négro-africaine qu'on retrouvait en Égypte antique, donc la sédentarisation, l'agriculture à la base de tout. Et c'est ce qu'on constate encore aujourd'hui dans plusieurs pays d'Afrique d'ailleurs. Et sur un plan politique, ils étaient divisés en cités-États indépendants, dont 12 principales cités, mais ils étaient parfaitement conscients de leur identité commune.
là encore une fois, on met en évidence l'idée de fédéralisme, de fédération. C'est-à-dire que dans notre idée de partager le pouvoir, il y a vraiment un partage qui est là, qui est clair, mais tout en ayant une idée commune. Et non le fonctionnement qu'on voit aujourd'hui dans nos États. Au niveau des savoirs, encore, les savoirs peuvent nous permettre de faire un lien donc finalement entre les Étrusques, peuple africain, et la civilisation romaine. Cheikh Anta Diop, le pionnier, nous révèle que ce sont les Étrusques qui ont rapporté tous les éléments de la civilisation égyptienne sur la presqu'île italique. Donc on parle ici d'agriculture, des arts, de religion, d'art divinatoire, pour ne citer que ces éléments. Dit autrement, ce sont les Étrusques en fait qui ont civilisé l'Italie en général, parce que c'est par là qu'ils ont fini, hein, je disais beaucoup plus tôt. Et donc la culture étrusque est à l'origine tout simplement de la culture pharaonique en Italie. Et donc c'est pour ça que quand vous regardez même le dessin animé Astérix et Obélix, qui est un des plus célèbres dessins animés qui montre un peu le fonctionnement très rapidement de l'Empire romain, si vous remarquez les tenues, justement, juste la tenue de l'empereur César, c'est avec il a un espèce de, pas vraiment drap, mais un tissu qui le drape en fait. D'un côté, avec des espèces de diadèmes, ça vient de l'Égypte antique en fait. Quand on regarde comment s'habillaient les pharaons, les dignitaires de l'Égypte antique, c'était des tenues similaires. Et donc, ils s'inspirent de là. Ils ne s'inspirent pas, ce sont des peuples justement qui viennent de là, qui ont inspiré cette civilisation-là. Tout ça pour dire qu'on voit donc à travers ce fonctionnement-là et les preuves et les différents écrits que les Étrusques étaient des Noirs et que c'est ces Noirs-là qui sont en fait à l'origine du fonctionnement et de l'existence même de la civilisation romaine. Comment on en arrive à leur disparition, à leur destruction? Et c'est là qu'on chute effectivement. C'est que donc quelques siècles plus tard en fait, les Blancs, des Blancs donc venus du Nord, comme je disais beaucoup plus tôt, vont arriver par vagues en Italie, donc l'Italie actuelle qu'on connaît aujourd'hui, et vont être au contact des Étrusques. Au départ, donc les Étrusques vont réussir à maintenir ces peuples-là, ces Blancs-là, sous leur tutelle. Mais par la suite, les Blancs vont apprendre donc tout de ces Noirs étrusques, donc autant sur le plan civilisationnel, donc sur leurs pratiques, sur l'art, sur la religion, sur les arts divinatoires, sur les savoirs, ils vont apprendre, et il y a un plan des guerres vont être enclenchées. Et ça va en arriver en fait à la destruction des Étrusques. Et Cheikh Anta Diop souligne, donc dans Nation nègre et culture, qui est en fait le livre où il répertorie vraiment toutes les nations nègres, d'où viennent-elles toutes ces nations-là. Il va dire, les Romains assimileront la substance de cette civilisation quand ils auront détruit les Étrusques, tout en éliminant les éléments les plus étrangers à leur conception patriarcale eurasiatique. C'est ainsi qu'après la période de transition des Tarquins, les derniers rois étrusques, le matriarcat nègre sera complètement rejeté. Donc il va y avoir un processus de destruction dans le temps qui va se faire au point d'en arriver évidemment pendant le processus à un métissage, puis finalement à un blanchiment de la population qui va donner naissance à la civilisation romaine qu'on connaît aujourd'hui. Donc les Romains, à travers ce processus destructeur et à travers justement le processus de réappropriation de la civilisation étrusque, vont continuer de développer les savoirs étrusques, en particulier leur écriture, leur façon de faire la fête et tout. Donc on parle ici de banquet, souvent le banquet romain, ça vient en grande partie de la civilisation étrusque et encore plus loin de l'Égypte antique. Et donc beaucoup plus tard, un autre exemple de récupération de la civilisation romaine, les Romains vont récupérer le culte de la Vierge Isis, qui est la mère de l'enfant et du divin Horus. Donc ça va être introduit en Europe d'abord par les Égyptiens vers le 7e siècle avant Jésus-Christ, et donc ça va être récupéré par la suite par la nouvelle civilisation romaine, et ça va leur permettre de mettre en place officiellement le christianisme en 325 sous l'empereur Constantin. Donc encore une fois pour dire que toute la symbolique et tout le récit du christianisme provient d'abord d'un récit qui appartient effectivement à la civilisation étrusque, mais bien avant à la civilisation de l'Égypte antique. Et donc, en somme, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette chronique? C'est que la civilisation romaine, qui était, je le rappelle, la plus grande de l'Antiquité européenne, fut donc d'origine noire égypto-étrusque. C'est juste ce qu'il faut retenir. Là, je le dis avec assurance maintenant qu'on a... C'est ce que je voilà, vois, oui. Elle fut d'origine noire égypto-étrusque. C'est la raison pour laquelle les Italiens d'aujourd'hui, comme tous les peuples de la Méditerranée d'ailleurs, sont beaucoup plus métis ou alors ont un blanc qui ne s'apparente pas au même blanc que l'Europe de l'Ouest, en fait, de l'Europe occidentale, de la France, et tout. Voilà. Tout ce qui est méditerranéen, il y a beaucoup de métis,
Il y a des noirs aussi, il faut le relever, on ne le relève pas suffisamment. Il y a des noirs, il y a beaucoup d'afro-descendants dans cette partie de l'Europe. Et les blancs, même qui sont blancs, ont un blanc basané, qu'on dit. Pas beaucoup de migration. Voilà, exactement. Mais c'est ça, c'est un blanchiment progressif qui s'est fait. Et donc, ils sont plus précisément d'origine métisse des Phéniciens, des Étrusques et des Maures. Et c'est important de remettre tout ça en perspective parce qu'au final, ceux qui ne sont pas très férus de l'histoire vont dire oui, mais après, c'est passé. Mais c'est très important de remettre ça en perspective pour justement savoir d'où vient la civilisation et pour finalement prendre conscience que les jeux de pouvoir et de domination raciaux qui sont mis en place aujourd'hui ne peuvent tomber qu'en poussière en fait quand on essaie de retracer les origines des différentes civilisations occidentales en tout cas qu'on connaît. Il faut savoir que deux courants ont fait l'Europe, à savoir la tradition celte et la loi romaine. La France gallo-romaine illustre du même coup l'unification de deux traditions post-atlantes, celle des Tuatha et celle des Étrusques. Mais à la chute de la Grèce et Rome, qui n'avait rien pu transmettre, puisque n'ayant rien bâti ou, outre s'approprier les œuvres des peuples noirs, qu'ils avaient par la violence génocidés, ce sont les Maures et quelques Arabes mercenaires qui ont civilisé au Moyen-Âge les Européens. Ces derniers, comme leurs ancêtres grecs et romains, génocidèrent à leur tour les Maures, la complicité des Arabes. Mais que sont devenus ces mélanodermes qui ont vécu là avant les Caucasiens, puis ont coexisté avec eux? Une fois qu'au contact de ces Kamites, les Caucasiens vont sortir des temps obscurs, Grecs, Romains et à leur suite les Celtes. Ils useront d'un mode opératoire qui leur permettra de dominer par la violence, génocide par le métissage. 3 générations. Là, une grand-mère métisse, une fille carteronne, un petit-fils octavon. Comme vous pouvez le voir à la 3e génération, ou au 3e croisement, aucune trace de l'origine indigène n'est apparente. La très constante infiltration de sang blanc entraîne obligatoirement l'élimination de la couleur noire. L'aborigène se trouve ainsi éliminé par les gènes. C'est ainsi que vous trouverez des Caucasiens avec des traits négroïdes et des patronymes provenant d'ancêtres sarrasins ayant fait souche dans de nombreuses régions au 7e et au 9e siècle. Après le déclin du pouvoir féminin, pouvoir mâle dictatorial fit soigneusement disparaître des archives toute trace de cette période maudite. C'est alors que les noms de déesses et des généraux d'armée furent masculanisés. Ainsi, la déesse Hathor est devenue Thor, le dieu scandinave qui n'a pas plus de réalité historique que Jésus, autre invention célèbre. Le culte de la déesse mère fut remplacé par le culte de Dieu le Père, non sans laisser subsister de nombreuses incongruités. Il est fort possible que Voltaire ait détesté le Moyen-Âge car il est conforme au témoignage de Champollion indiquant la place de l'homme blanc en ces termes. Enfin, et j'ai honte de le dire, puisque notre race est la dernière et la plus sauvage de la série. Les Européens, qui à ces époques reculées, il faut être juste, ne faisaient pas trop belle figure dans ce monde. Il faut entendre ici tous les peuples de race blonde et à peau blanche, habitant non seulement l'Europe, mais encore l'Asie, leur point de départ.
Bossuet est un admirateur de la culture égyptienne, qu'il croit antérieure, supérieure à la culture chinoise. Voltaire est en opposition à la thèse classique. Selon lui, la civilisation égyptienne n'a pas toutes les qualités qu'on veut bien lui prêter. Sans croire à l'archéologie, Voltaire pense pouvoir démontrer que la Chine ne doit rien à l'Égypte. Concernant nos ancêtres les Gaulois, il est indispensable d'apporter quelques petites précisions sur le cours d'histoire appris à l'école. D'abord, il y a 4500 ans, alors que les Africains d'Égypte avaient déjà construit des pyramides et maîtrisé l'algèbre, la géométrie, la physique, l'architecture, les Gaulois survivaient péniblement dans des grottes et chassaient avec des armes en os et en pierre. Les Gaulois, donc entendu les leucodermes, n'ont progressé vers la sédentarisation et l'agriculture que 2000 ans plus tard. Qu'il soit retenu que la généalogie des grands monuments européens, du palais et de l'abbaye de Westminster à la cathédrale de Chartres et de la basilique Saint-Marc à Venise, pour remonter à leurs précédents moyen-orientaux, sont tous autant une histoire de pouvoir politique, de richesse et de mode que de foi religieuse, émaillée d'anecdotes sur des croisés et leur pillage de styles et de techniques volées ou empruntées aux Sarrasins, puis rapportées dans leurs pays respectifs en veillant à nier la source. Jeanne d'Arc, spécialiste de la Syrie et de la culture moyen-orientale, est l'auteur de plusieurs ouvrages inédits en français, Stealing from the Saracens, How Islamic Architecture Shaped Europe, dans lesquels elle démontre que, outre les grands beffrois carrés et la rosace, les voûtes nervurées, les arcs brisés et même la recette du vitrail ont leurs racines au Moyen-Orient. L'architecture gothique, telle que nous la connaissons, doit beaucoup plus à la tradition arabe et musulmane qu'aux Goths. Mais cette référence aux Sémites et au Moyen-Orient est du même ordre que la frustration et la falsification que Anta Diop dénonçait à travers l'orientalisme. D'autant plus que cette région, dite orientale, appartenait aux Khamites, et ils y avaient déjà laissé à l'arrivée des peuples barbares de nombreux monuments reflets du haut niveau de savoir acquis. Nous ne pouvons même pas évoquer un héritage romain des Goths, nous l'avons vu. Eux, comme les Grecs, doivent tout aux Étrusques. À la fin de l'Empire romain, l'Europe sombre dans ce qu'on appellera le Haut Moyen-Âge, sans héritage de ce qu'a été Rome. Ainsi, du XIVe siècle au début du XIXe, soit pendant 5 siècles environ, l'Europe va subir des épidémies répétées de peste et de typhus qui décimeront les populations. Cet état de fait, après la chute de Rome, ne peut s'expliquer que par l'incapacité par ces derniers de transmettre un savoir-être et faire dont ils n'étaient pas les initiateurs. Et on peut en avoir la confirmation à travers les ouvrages de médecine sociale et d'histoire de Jean-Charles Sournia, chirurgien français, médecin de santé publique, qui dit que, je cite, « Lorsque les patriciens romains creusaient des égouts, lorsqu'ils construisaient des aqueducs sur des centaines de kilomètres, lorsqu'ils équipaient les grandes villes de latrines et de bains publics à Rome, quant à Lyon ou à Trèves, ils sacrifiaient à un rite social en leur qualité de patriciens, ils étaient tenus à des générosités publiques pour tenir leur rang. Ils devaient s'acquitter de certaines liturgies. Alors, cette pratique
de l'évergétisme, terme grec qui se traduit littéralement en français par bienfaisance, était pour eux une obligation sociale. De même, pendant des siècles, pour tous les souverains princes, autorités urbaines, qui ornèrent les grandes places de fontaines jaillissantes, tous ces gens, pourtant, contribuaient à l'hygiène de leur peuple. Mais ils faisaient de la santé publique sans le savoir. Fin de citation. En somme, c'est comme si on nous disait que les Romains construisaient de telles infrastructures de manière presque inconsciente, sans lien avec leur évidente fonction. Pas étonnant dès lors que ce soit les Maures ou Sarrasins qui, à la fin du Moyen-Âge et durant la Renaissance, leur apprennent les dites règles d'hygiène et construisent à nouveau ces infrastructures. Et je vous invite à lire Fabre d'Olivet, un écrivain philosophe ayant publié des ouvrages importants tels que l'histoire philosophique du genre humain et la théodoxie universelle. L'histoire philosophique du genre humain est un essai de reconstruction de l'évolution de la pensée humaine à partir de déterminants significatifs. Selon lui, il tente de mettre en exergue les différentes phases récurrentes du devenir humain sur la très longue durée. Phases où alternent notamment des périodes dominées par la nécessité ou la providence. Donc, quand un leucoderme qui dit à un mélanoderme qu'il n'est pas chez lui, et ce partout sur Terre, il manifeste de ce fait son ignorance de l'histoire de l'humanité. Et il n'a pas à en vouloir au mélanoderme, car les Blancs se sont eux-mêmes mis hors humanité. Pourquoi ils se sont mis hors humanité? À partir du moment où ils disent qu'ils ont une identité raciale, leur identité raciale n'est plus humaine, parce que l'être humain n'est pas racialisé. Ce n'est pas à nos enfants de s'identifier aux ancêtres des autres, mais aux autres qui, s'ils veulent revendiquer leur humanité, d'enseigner qu'ils la tiennent de nous.